bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du froid chaud du Montru. Vous savez tous, j'imagine que c'est la commune qui est aujourd'hui propriétaire depuis 2018 et qui a entrepris des travaux. Donc, la photo que vous avez là est la photo donc du bâtiment tel qu'il est actuellement, hein, en cours de travaux, la première phase étant bien achevée. Hein, il a retrouvé donc sa silhouette fière et il a réussi à faire un financement, on en a parlé un peu, hein, avec évidemment l'aide de la Fondation du patrimoine et puis la Fondation Berne qui a abondé ensuite, bon bref, une belle opération de rénovation d'un bâtiment qui en avait besoin, disons. Hein, voilà. Alors, pour le travail que j'ai fait, bon, on a quand même un certain nombre de sources. C'est essentiellement donc les archives de la commune, hein, les comptes rendus du conseil municipal, un dossier qui se trouve plusieurs dossiers qui se trouvent aux archives départementales. Et puis il y a des travaux qui ont été faits. Hein. Vous allez voir, je vais vous parler d'Ancenis, de la région d'Ancenis beaucoup parce que c'était la même entreprise. Et donc l'ARA, l'association qui s'occupe de l'histoire d'Ancenis, a travaillé, a fait plusieurs articles si vous voulez sur la question. Il y a eu des livres qui ont été publiés aussi. Et puis vous avez une stagiaire qui avait travaillé pour la mairie quand le projet se mettait en place. Il y a également alors un travail qui est très intéressant d'un point de vue méthodologique. C'est la DRAC, vous savez, le service d'inventaire des monuments historiques de la région, qui a classé un certain nombre de fours à chaud dans la région disons en Mayenne. Il y a près de 300 fours à chaud, je crois, là-bas, c'est énorme. Et donc, évidemment, il y a toute une étude qui a été faite et qui est tout à fait riche, évidemment, pour nous. Voilà. Et puis, je suis du coin, je suis d'ici, et il y a une mémoire orale, il y a une mémoire familiale, si vous voulez, qui recoupe et qui complète un peu donc ces informations qu'on peut avoir par ailleurs. Bon. Alors, peut-être pour commencer... non, c'est là, voilà. Non, ça va trop vite. Alors, Rémi, peux-tu venir me ramener en arrière, là? Je ne sais pas trop si ça doit être peut-être là. Ah voilà, non, ça y est, voilà. Bon, pour évacuer, si vous voulez, le problème, je ne suis pas chimiste et c'est pas du tout mon jet, mais je voudrais rappeler ce que c'est que le principe, si vous voulez, de fonctionnement d'un four à chaud. Alors là, vous avez deux schémas. Le premier vous représente un four très ancien, tel qu'il existait de l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle. Et puis le deuxième correspond à peu près au four, pas tout à fait, au four du Montru, donc des fours du XIXe siècle. Alors, si je prends le four, si vous voulez, de gauche, vous voyez, sa taille est modeste, hein, vous avez le personnage à côté qui vous donne l'échelle. Vous avez donc alors, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, alors j'espère que vous voyez le petit point rouge. Donc vous avez un empilement de calcaire hein, qui est donc mis dans le four. Et puis vous avez une flamme, un foyer qui est à la base avec une voûte qui est là. Bon. Ce sont des voûtes à combustion brève, si vous voulez. Hein. Donc, il s'agit de monter la température à 900, 1000 degrés approximativement. Hein. Mais voilà, donc je rentrerai dans le détail du fonctionnement plus tard. Et vous voyez, ça fonctionne avec du bois hein, pour chauffer, puisque voilà. Et puis là, quand vous avez le four du 19e siècle, qui est de taille beaucoup plus importante, là, du coup, vous apercevez que il y a un mélange dans la cuve de charbon et de calcaire. Hein. Vous avez les couches noires, c'est du charbon. Vous avez donc une alternance de ces deux matériaux. Et une fois le feu, si vous voulez, qu'on allume par la base évidemment, se répand ensuite donc à l'intérieur de la cuve qui est ici. Bon, dans les deux cas, si vous voulez, que ce soit l'ancien système ou le nouveau système, j'y reviendrai, le principe est le même. C'est-à-dire qu'il nous faut un matériau, c'est du calcaire. Et on chauffe, on fait cuire en quelque sorte le calcaire et la décomposition. Alors, c'est la formule chimique que vous avez en dessous. Donc, le carbonate de calcium, CaCO3, chauffé à peine 1000 degrés en général, hein, autrefois, vous donne donc de la chaux vive, du CaO, et vous avez des émanations de gaz carbonique, évidemment, qui partent dans l'atmosphère. Donc, voilà le principe. Hein. Et donc le principe est toujours le même, il faut donc un matériau, donc du calcaire, et il faut donc un combustible pour pouvoir chauffer. Aujourd'hui on fait ça au gaz, bon, peu importe, hein, mais autrefois c'était du bois, ça a été du charbon ensuite. Voilà.
Alors, je veux que j'aille bien, voilà. Alors, pourquoi construire un four à chaud au Montru? Alors, on a, dans les archives du département, de la préfecture, on a un dossier de demande de construction d'un four à chaud au Montru qui est fait. Alors, je vous ai mis là des pâtés là, de différentes couleurs pour vous signaler les différents points intéressants. Ça va nous donner le plan, en quelque sorte, de l'installation, de la création donc, de ce four du Montru. Alors, je vous lis le texte. Monsieur de Vérigny, donc préfet de l'Or-Inférieur, membre de la Légion d'honneur, monsieur. J'ai l'honneur de m'adresser à vous pour vous prier de m'autoriser à établir un four à chaud dans la partie nord-ouest du Clos des Clouets, situé au Montru, commune de la Chapelle-Lin. Donc voilà le lieu qui est donc demandé. Le combustible que j'emploierai sera le charbon de terre, parce qu'à l'époque il y avait du charbon de bois, qui était aussi très utilisé pour la sidérurgie, par exemple dans la région de Châteaubriand. Là, il s'agit bien de charbon de terre que je tirerai principalement des mines de Mouzeil. Deuxième point. J'ai l'honneur, monsieur le préfet, de vous exposer que cet établissement ne peut manquer d'être d'un grand intérêt pour l'agriculture et les communes environnantes savent déjà apprécier l'avantage qu'elles retireront d'un établissement qui leur fournira sur les lieux de consommation un engrais qu'on ne peut se procurer qu'au loin et par des chemins presque impraticables. Donc, l'objectif est donc de produire donc la chaux donc près des endroits où on en a besoin, où les agriculteurs en ont besoin, si vous voulez, pour leur culture. Je vais revenir sur tout ça. J'ose espérer, monsieur le préfet, que vous voudrez bien faire droit à ma demande, et comme je suis déjà très en retard pour être à même de faire de la chaux la saison prochaine, donc vous m'obligerez infiniment à m'accorder cette autorisation le plus tôt possible. Voilà. Donc c'est pour un projet donc immédiat. J'ai l'honneur d'être, monsieur le préfet, votre très humble et très obéissant serviteur, signé Jacques Vidy. Et on précise Jacques Vidy, fils, parce qu'il y avait le père qui s'appelait Jacques Vidy également. Et c'est écrit à Nantes le 22 octobre 1824. Donc on a la date 1824 pour la saison prochaine, donc pour 1825. Voilà. Donc voilà le projet tel qu'il est donc mis en place. Alors, qui est cet entrepreneur Jacques Vidy, fils? Alors, il a vécu de 1794 à 1865. Alors, là, j'avoue que j'aimerais avoir un portrait, j'aimerais avoir évidemment des images, mais alors, j'ai quand même été contacté par un descendant de M. Vidy, parce que vous savez, c'est des merveilles d'Internet, qui a vu qu'il était question de son arrière ou arrière-grand-père, je ne sais pas trop, et donc il m'a envoyé tout un dossier, donc on le connaît un peu. Alors, il est né donc en 1794, il est nantais. Je vous ai mis ici les signatures, parce que je ne peux pas vous projeter l'acte entier, de son acte de mariage en 1823. Et puis j'ai la photo, mais c'était une photocopie, alors elle n'est pas de très bonne qualité, de Madame Vidy, qui est à côté, qui s'appelait Judith Volou, dont vous voyez une bonne bourgeoise du Second Empire, tout à fait... autant qu'on puisse le deviner. Donc on est là dans un milieu de négociants. Quand on prend... Donc alors le père de Jacques Vidy était un négociant droguiste sur le quai de la Fosse. Donc on est dans le négoce nantais, très visiblement. Les frères, les oncles, enfin toute la famille Vidy, alors qui est originaire de Chartres, mais qui s'est installé à Nantes donc au XVIIIe siècle, eh bien, est dans le commerce nantais. Ce sont des Nantais. Il ne faut pas vous imaginer ses maîtres et son successeur sera pareil, habitant Montru et fabricant de la chaux. Ce sont des chefs d'entreprise, si vous voulez, qui sont là pour lever des capitaux, pour organiser une entreprise, pour la créer. Alors, vous voyez d'ailleurs les signatures. La signature de Jacques Vidy, c'est la première qui se trouve à gauche, celle-ci, là. Bon, alors, c'est pas d'une très bonne qualité. Madame Vidy, vous voyez ici à côté, nous sommes en 1823. Donc, à une époque où la paysannerie, par exemple, ici, ne sait pas lire et écrire. Donc, on est dans un milieu, si vous voulez, instruit. Et tout l'ensemble des témoins, si vous voulez, de la famille et des amis qui sont là, eh bien, signent avec beaucoup d'aisance. Donc, voilà un milieu donc, de bourgeois nantais. Alors, pourquoi en 1825 construire un four à chaud?
Alors, c'est qu'en fait, vous avez une véritable révolution technique dans la manière de fabriquer la chaux qui apparaît à ce moment-là. Donc, vous avez à gauche un schéma de four, un four là, de grande taille, beaucoup plus grand que celui que je vous ai montré tout à l'heure, tel qu'il apparaît dans l'encyclopédie Diderot, donc dans les années 1950. Ce sont donc des fours qui sont donc qui sont des fours à combustion, excusez-moi le terme, périodique. Voilà, c'est le mot que je ne retrouvais pas. C'est-à-dire que vous avez donc évidemment le four qui est construit, mais on doit à chaque fois construire la voûte qui est au-dessus du foyer, là, et puis on empile les matériaux par-dessus, si vous voulez. Et le feu, ce sont des feux à longue flamme, est installé dans le foyer qui est là. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que l'on a fait une cuisson de chaux, il faut détruire la voûte qui est là, c'est toujours à recommencer à chaque fois, si vous voulez. Hein. Donc, vous avez là évidemment ça prend du temps, hein, le temps que la pierre se refroidisse, que l'on défasse, que l'on refasse. Enfin, vous avez donc, vous voyez, donc une productivité, si vous voulez, qui est mauvaise. Or, on met au point à la fin du XVIIIe siècle une nouvelle génération de fours, qui sont les fours à combustion continue. Alors, c'est ce qui est le cas du four qui va être construit au Montru, donc en 1825. Alors, vous voyez que là, vous avez toujours un foyer qui est à la base, mais on empile donc dans la cuve une alternance donc de calcaire et de charbon, ce qui est en noir, de charbon de terre, précise-t-on, hein, et non pas de charbon de bois. Et le feu, si vous voulez, qu'on allume à la base pour lancer la combustion, eh bien, se répand dans la cuve elle-même. Et donc, le foyer, en fait, réel de cuisson, si vous voulez, de la chaux, se passe à cet endroit-là. Ce qui vous explique, évidemment, la forme très trapue de la tour, hein, du four que vous avez donc au Montru. Donc l'avantage évidemment c'est qu'on n'a pas, d'abord on n'a pas de voûte à reconstruire à chaque fois, et il faut par contre alors recharger constamment, donc 2 fois par jour à peu près, ces matériaux et ces combustibles si vous voulez, et le feu est continu, c'est-à-dire qu'on l'allumait en début de saison. Alors, dans ces années-là, probablement au mois d'avril, qu'on allumait le feu, et si tout se passait bien, alors il pouvait y avoir des accidents, on pouvait être obligé d'arrêter de repartir, mais en principe, si vous voulez, ça marchait bien, eh bien, on le faisait brûler jusqu'au mois de fin septembre, début octobre. Si vous voulez, toute la belle saison, si vous voulez, le feu était continu, et on pouvait recueillir donc la chaux qui se produisait donc à la base. Donc là, vous avez une véritable révolution technique parce que la productivité est bien meilleure. Et il y a un deuxième avantage, c'est qu'on n'utilise pas de bois. Et ça, c'est le gros problème, c'est un des freins, si vous voulez, du développement industriel à cette époque-là, c'est d'avoir de l'énergie. Or, une forêt, quand le prince de Condé, par exemple, au XVIIIe siècle, crée la sidérurgie au bois dans la région de Châteaubriand, parce qu'il a des forêts, il veut valoriser, si vous voulez, son bois, eh bien, si une coupe de bois met 20 ans à pousser, ça veut dire qu'on partage la forêt en 20 lots, et qu'on ne peut pas en exploiter plus que ce qu'on a prévu, sinon on anticipe sur les années suivantes. Et donc la hantise, si vous voulez, des autorités et des chefs d'entreprise était évidemment d'avoir du bois. Or, avec le charbon de terre, on obtient, si vous voulez, un combustible qui est beaucoup plus énergétique et qui ne touche pas, si vous voulez, donc au capital, au bois. Alors, le lieu. Donc, il choisit le Montru. Alors, je vous ai mis là, c'est le cadastre de 1800. Le chapelain, il date de 1811, hein, donc il est complètement napoléonien. Donc, le village du Montru, il est là. Voilà.
vous avez 2 maisons de maître, c'est la maison, alors à l'époque ça appartenait à la famille Rothschild, c'est la famille Talando qui avait ça, et puis à côté les héritiers Talando, qui justement vont vendre les terrains nécessaires pour construire le four, et puis vous avez quelques maisons, autrement le village actuel est à peu près identique à ce qu'il était à ce moment-là. Donc le site qu'il choisit, c'est donc le site des Clouets, qui est donc là, qui était donc des morceaux de vigne. Et ça c'est le clos du Montru qui est là. Vous avez donc il choisit ce coin-là. Donc nous sommes à proximité du Marais et du port. Alors attention, il ne s'agit pas donc du port que vous connaissez. Alors celui que vous voyez ici, c'est le canal du Montru avec le grand canal très rectiligne et avec le port qui était au bout. Alors le port était légèrement plus en arrière parce qu'il y a eu des pots, donc il a fallu remblayer un petit peu, mais il est un petit peu raccourci, mais en fait le port était là. En réalité, donc ça c'est ce qu'on appelle le grand port. Alors, ça nous semble un petit peu prétentieux peut-être de parler de grand port pour du Montru, mais c'était le grand port. Et quand vous êtes ici, là où se trouve la barque, vous avez sur le côté un canal qui s'enfonce sous les arbres aujourd'hui, qui va sur la gauche et qui revient. Alors je l'ai dessiné très maladroitement sur le plan cadastral, vous voyez, c'est le dessin là ce que j'ai mis là. Et ce canal, si vous voulez, qui revient là par derrière, là, derrière il y avait une branche qui revenait à peu près en face de la grange, qui est d'ancienne grange qui est au bout, là, au bord de la route, qui est là. Et donc ça, c'était ce qu'on appelait le petit port. Et ce petit port était le port donc, qui était utilisé par les chauffourniers pour amener les marchandises. Voilà. Donc le choix, c'est le Marais de Goulaine. Alors, le dossier est mené très rondement, puisque la lettre de demande, le premier document que l'on a, c'est une délibération du conseil municipal du 22 août 1824, par lequel M. Vidy demande au conseil municipal l'autorisation d'acheter dans le Champ du Fray. Alors ceux qui sont de la Chapelle connaissent ce coin, ce secteur merveilleux qui est très beau dans les grands chemins à 1 km à peu près du Montru, un terrain qui appartenait à la commune à ce moment-là, parce que tous les terrains communaux, vous apercevez que sur le cadastre, tous les terrains qui se trouvent ici ne sont pas cadastrés. Alors nous sommes sur la commune de la Chapelle-le-Lin. Aujourd'hui, c'est la zone de Marais, si vous voulez. C'était des terres communes à ce moment-là. Donc il demande à acheter une butte qui est donc de 3 hectares. Le conseil donne son accord. Et donc il fait sa demande finalement au préfet, la lettre qu'on a lue tout à l'heure, et donc le préfet demande une enquête. Alors parce que le problème était que comme il y avait un dégagement de gaz carbonique, c'était un établissement dangereux. Et donc, il fallait évidemment que la construction de ce four à chaud ne gêne pas les maisons d'à côté, les maisons voisines. C'était une question de sécurité, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'on a un dossier de la préfecture. Et donc, finalement, il abandonne puisque lorsque on revient au conseil municipal, finalement, donc il préfère acheter aux héritiers de la famille Talando, donc les vignes qui sont là. Alors je précise que la famille Talando est une vieille famille bourgeoise qui est présente au Montru depuis le XVIIe siècle, début XVIIe, qui étaient des hommes de loi, des officiers seigneuriaux sous l'Ancien Régime, du marquis de Goulaine par exemple, et des barins de la Galissonnière également, enfin les grands seigneurs du secteur. Et cette famille donc possédait donc la maison du Montru qui se trouvait là à l'origine. Alors là, elle est partagée, il y en a 2 maisons, donc en fait là, la famille s'était implantée dans cette maison qui était là. Donc voilà. Donc on a le choix là, et le préfet donc ordonne l'enquête. Il y a une enquête publique qui est faite, personne ne se présente pour protester à la mairie. Donc 15 jours plus tard, donc je vous ai dit que c'était le 22 août la première demande qui apparaît, et le 17 novembre, le préfet signe le décret l'arrêté permettant de construire le four à chaud. Donc en 3 mois, l'affaire a été pliée, si vous voulez, ça a été donc fait très rapidement. Donc, alors, je précise quand même une chose qui me semble importante pour que vous compreniez quand même pourquoi s'installer au Montru, parce qu'il aurait pu choisir un autre port au bord du Marais, dans une autre commune. Le Montru est un port très important avant la Révolution. Alors, quand je dis très important, c'est pas le port de Rotterdam, c'est une évidence. Mais il faut bien comprendre, si vous voulez, qu'il n'y a pas de route.
C'est ça qui nous semble étrange. Hein. Il n'y a pas de route avant 1830-1840, c'est la monarchie de Juillet qui va les faire construire. Et donc ça veut dire, vous avez des chemins bien sûr, hein, mais des chemins qui ne sont pas carrossables pour des charrettes, pour des marchandises si vous voulez. Donc le seul moyen de transport, c'est évidemment la batellerie. Et la batellerie sur le Marais est très importante. Alors on est actuellement, c'est un autre sujet, mais on est en train de faire l'inventaire des marchands de vin sur l'ensemble des pays de vignoble nantais. Il y a 2 communes sur lesquelles, si vous voulez, ce commerce tient une place extrêmement importante. C'est Valette, alors, qui est vraiment la capitale du muscat d'ailleurs. À ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. 75-80 marchands de vin depuis la Révolution ont été actifs, si vous voulez, dans la commune. Et à la Chapelle-Lelin, 55. Alors la Chapelle-Lelin, c'est une petite commune par rapport à Valette. Valette est énorme, si vous voulez. Hein. Donc c'est vous dire que ces ports, si vous voulez, ce port du Montru, sur les textes le disent hein, régulièrement, joue un rôle très important dans le commerce de l'époque, pour le vin, pour le blé, pour les différentes marchandises qui passent par là. Et donc que M. Vidy choisisse, si vous voulez, le port du Montru, n'est pas absurde. Hein. Il y a là, si vous voulez, donc un site qui est évidemment donc actif. Alors, pour comprendre cette activité sur le port du Montru, on ne peut plus l'imaginer aujourd'hui parce que le Marais n'est plus navigable. On ne pourrait plus faire passer de bateaux, même en hiver, si vous voulez, ou peu de temps. Enfin, c'est pas très important. Mais ce sont des marais qui ont été aménagés depuis des siècles. Ce sont les seigneurs de Goulaine hein, qui avaient la tutelle et la propriété, c'est les droits sur le Marais. Et en particulier, donc, vous avez Gabriel de Goulaine. Alors, je vous ai mis un portrait, celui qui est sur la cheminée du Salon Rouge dans le château de Goulaine, qui a été restauré. Hein, donc, c'est ce Gabriel de Goulaine qui a été fait marquis de Goulaine par Louis XIII. Vous voyez, c'est le roi Louis XIII qui est sur son trône là à côté. Bon, la scène n'est pas réaliste, hein, c'est Mercure hein, qui est représenté. Voilà, c'est une scène allégorique, hein, naturellement, mais bon, on le faisait à ce moment-là. Et donc c'est ce Gabriel de Goulaine qui, dans les années 1647, donc nous sommes au moment de la Fronde, hein, au milieu du XVIIe siècle, passe des contrats avec une compagnie d'assécheurs, à la manière hollandaise, si vous voulez, pour créer des canaux et pour pouvoir drainer, parce que l'objectif, en fait, ultime, c'était à la fois donc, la navigation sur le Marais, mais c'était aussi à la périphérie du Marais d'assécher les terres pour les rendre cultivables et créer de nouvelles exploitations. C'était évidemment le gain qu'il espérait tirer de ces travaux-là. Or, quand vous voyez la carte du Marais, hein, ce sont les zones humides là, qui sont entourées en rouge. Alors, vous voyez le Montru, il est là, et vous avez le canal du Montru qui est là. Alors, vous voyez, le canal du Montru, il est bien droit. C'est pas une rivière, hein, c'est pas un ruisseau. Si c'était un ruisseau, il serait avec des méandres. Là, ça fait partie de ces canaux qui ont été justement creusés, si vous voulez, au XVIIe siècle. De même que, alors la Goulaine là semble à peu près naturelle. Bon, on arrive au pont de Louhans, mais vous voyez ici donc ce canal, la Goulaine ici est un canal complètement artificiel. La vieille Goulaine, on la voit, elle est là. Elle passe au pied du château, hein, et donc elle a été complètement détournée. Donc nous avons tout un réseau de canaux, si vous voulez, qui sont navigables et qui débouchent. Alors là, nous sommes à Embreuil aujourd'hui, hein, j'en reparlerai, et donc par le canal de Goulaine, donc qui s'achemine vers la Loire. Donc le Marais de Goulaine, on peut circuler. Au XIXe siècle, on disait que lorsque l'eau était donc 1,50 m au-dessus de son étiage, eh bien, le Marais était navigable, c'est-à-dire tout l'hiver. Hein. C'est-à-dire que tout l'hiver, on pouvait donc faire passer des bateaux de marchandises, si vous voulez, de la Loire au Marais et vice-versa. Hein. Donc voilà l'intérêt, évidemment, de ce Marais. Alors, troisième objectif, c'est évidemment donc le charbon. Car dans le texte, je rappelle, le combustible que j'emploierai sera le charbon de terre que je tirerai principalement des mines de Mouzeil. Alors aujourd'hui, évidemment, ça nous semble, c'est une histoire complètement étrange et étrangère pour nous. Or, il y a, depuis le milieu du XVIIe, on sait qu'il y a donc en Loire-Atlantique et Maine-et-Loire actuelle, il y a un filon, une veine de charbon, alors qui va à peu près de Nort-sur-Erdre
qui est là, jusqu'à Douai-la-Fontaine, donc en Maine-et-Loire, qui est là. Le vert, c'est également une autre forme de charbon, mais c'est aussi du charbon. Donc là, vous avez un charbon. Alors, Ancenis donc, est là. Nous sommes quelque part par là. Non, pardon, excusez-moi, on est en Loire-Atlantique, hein, donc on est ici. Ancenis doit être à peu près par là, approximativement. Hein. Et donc, Mouzeil est à 15 km à peu près au nord-ouest d'Ancenis. Et là, vous avez donc des mines de charbon qui s'est exploitées. Alors, il y a une société, la société s'appelle Société des mines de Montrelais. Voilà, parce que c'était Montrelais qui était le principal centre, le premier qui a été exploité. Et après, donc, bon, il y a eu... Vous savez, en France, le sous-sol appartient à l'État. Donc, ce sont des concessions, si vous voulez, que les sociétés minières doivent passer avec l'État, comme les carriers, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est un petit peu le même principe. Et donc, ça change, hein, la géographie, si vous voulez. Mais vous avez là tout un bassin, et la principale de société, donc, exploitait à la fois Mouzeil et Montrelais. Et donc, c'était des mines importantes. La mine de Mouzeil a été la deuxième mine française à utiliser la machine à vapeur de Newcomen dès 1757, sous Louis XV. Hein, on est très loin, avec les mines du Nord, les mines d'Anzin, dans le nord de la France. Donc, nous avons là, si vous voulez, des mines de charbon de terre, qui sont donc mises en culture, mises en exploitation, pardon, donc dès le XVIIIe siècle, qui étaient rentables, hein, qui étaient à la veille de la Révolution, c'était des mines tout à fait importantes, hein, et la production est relancée dans les années 1820, et donc la présence de ce charbon permet, si vous voulez, d'imaginer évidemment d'avoir le combustible nécessaire pour pouvoir faire de la chaux. Alors, le problème, évidemment, c'est que Mouzeil n'est pas au bord auprès de la Chapelle-Lin. Hein, on est quand même loin, on est quand même près ici. Mais alors, le département construit, enfin le gouvernement, hein, avec l'aide du gouvernement, il y a la construction d'une route entre Mouzeil et Ancenis, qui aboutit, alors si vous connaissez Ancenis, à un endroit qui s'appelle la Charbonnière. Voilà. Il y a encore un vieux bâtiment d'ailleurs qui est là, je ne sais pas quelle était son origine, mais cette route, si vous voulez, permettait d'acheminer donc le charbon sur les bords de la Loire et était distribué dans les différents fours à chaux de la région. Et donc la présence de ce charbon permet l'industrie chauffournière de se développer. Alors, je vous ai mis, pardon, je vous ai mis la photo d'un livre qui a été fait sur cette histoire de l'exploitation du charbon dans la région d'Ancenis, pour vous montrer les photos. Hein. Alors, les photos, naturellement, vous voyez ces photos minières, hein, avec les grandes cheminées de briques, avec les chevalements, avec les puits, etc. Ça, ce sont des photos qui ont été prises début XXe siècle, car le charbon a été exploité jusque vers 1920 approximativement, 21 je crois. Mais il y a eu quand même une centaine de puits qui ont été creusés, et ça allait jusqu'à 300-400 mètres de profondeur. Hein. C'était des vraies mines, hein, qui étaient exploitées. Alors, il fallait aussi de la matière première. Alors, curieusement, Vidi ne parle pas de son calcaire. Où est-ce qu'il va le prendre, hein? Alors, en fait, il devait être propriétaire, je suppose. Alors là, j'ai pas trouvé d'archives là-dessus, mais enfin, bon, j'imagine, d'une carrière qui se trouvait donc au lieu-dit qu'on appelle le Fourneau. Le Fourneau, c'est au bout des ponts d'Ancenis, sur l'Iré. Hein, nous sommes en Maine-et-Loire. Et là, vous avez une carrière. Alors, je vous ai mis la photo de la carrière aujourd'hui, évidemment. Là, voilà. Hein, c'est là qu'a été exploité le calcaire qui a été transformé donc au four à chaux du Montru. Alors c'est une calcaire un calcaire très dur. À 98%, c'est du carbonate de calcium. Autrement dit, donc un calcaire très, il n'y a pas trop d'impuretés, si vous voulez. Hein. Donc c'est un caillou très, très dur. Hein. Nous sommes au bout là, des ponts d'Ancenis. Hein. Alors évidemment, à cette époque-là, la carrière était beaucoup moins profonde et beaucoup moins grande. Alors je vous ai mis une photo là d'un site. J'espère qu'un jour vous connaîtrez peut-être, vous connaissez peut-être, qui est le site de Copchou. Nous sommes sur la commune de Mouzeil, Mouzeil-Théier, hein, donc au nord d'Ancenis. Et là, il doit y avoir 7 fours à chaux, je crois, dans le parc d'un château, le château du propriétaire, de l'ancien chauffournier. Hein. On peut y passer la nuit, hein, on peut le louer hein, actuellement. Hein, c'est son utilisation. Et c'est un site naturel extraordinaire, parce que vous avez les anciennes carrières, et donc là, évidemment, des carrières beaucoup plus, comme on les connaissait, donc début 20e, ça. Hein. Il y avait probablement moins de machines lorsque c'était encore au 19e siècle, 50 ans plus tôt. Voilà, mais on n'a pas de photos.
Alors, je précise, alors aujourd'hui c'est l'entreprise Charrier qui, je crois que c'est la grande paroisse, l'usine de fabrication d'engrais de Saint-Nazaire qui est propriétaire ou actionnaire, je ne sais pas trop comment ça marche là-dedans. Et donc, parce que finalement le calcaire est utilisé pour un certain nombre pour fabriquer les engrais en particulier, donc à Saint-Nazaire. Mais aussi pour les travaux publics, les constructions, choses comme ça. Alors, ça veut donc dire que si on a le combustible à Mouzeil et le calcaire au filet, enfin, pas au filet, au fourneau à Diré, ça veut dire évidemment qu'on a besoin de bateaux pour pouvoir circuler avec le Montru. Alors, quand on prend le site, alors malheureusement, quand on est à Ancenis, alors vous avez ici le cadastre de 1811, nous sommes à l'époque napoléonienne, donc vous voyez la ville fortifiée encore à ce moment-là, qui est là, vous voyez le château qui est ici. Bon, le pont est là, aujourd'hui, exactement. Et le port d'Ancenis, c'était ce secteur qui était là. Là où vous avez la statue du Bellay, là, il doit être sur du Cutournay, comme on l'appelle à Ancenis, là, il doit être là. Et aujourd'hui, vous avez un quai qui se trouve, qui a complètement, tout est remblayé, on ne voit absolument plus rien du tout. Il n'y a plus aucune trace, si vous voulez, de l'ancien port. Et les quais qui ont été construits n'ont quasiment jamais été utilisés parce que le chemin de fer est arrivé après, et donc la batellerie, évidemment, a diminué. Et la charbonnière, vous avez la piscine et vous avez la salle polyvalente qui se trouve là actuellement, donc était là, juste à proximité du port. Donc si vous voulez la route de Mouzeil, eh bien elle arrivait, et puis on a la route du charbon, si vous voulez, qui était couverte de poussière noire à ce moment-là, eh bien aboutissait là. Donc ça c'est le port d'Ancenis. Et puis en face, vous avez le port de Liré, qui est le port dit des Léards. Vous avez une espèce de... Alors, quand on prend la planche du cadastre de Liré, on le voit très bien. Vous avez un petit ruisseau qui aboutit là, et les fourneaux. Le fourneau est là, si vous voulez, les Léards et les fourneaux. Alors, on a une gravure très intéressante qui a été faite par Henri Charpentier, un imprimeur, il était de Vertou, qui a publié beaucoup de livres avec des gravures très intéressantes pour nous aujourd'hui. Et là, donc, vous reconnaissez donc, le château d'Ancenis, avant que les quais soient construits, et le Noix, si vous voulez, derrière, là, ici. Le pont vient juste d'être construit, le pont a été ouvert en 1839, et ça, c'est une gravure qui date de 1840. Donc, c'était un pont tout neuf, il s'intéressait un petit peu à ce qui se faisait de moderne. Vous voyez donc la Loire, et au premier plan, vous avez le port, voilà, le port des Léards, c'était ça. C'est comme le port du Montru, il n'y avait pas de quai, c'était très, très rustique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les gabarres de Loire qui sont là accostés. Il y a même une brouette qui est là. Voilà, on peut imaginer le chargement du calcaire de ce côté-ci, puisque le calcaire était embarqué ici, et le charbon était embarqué donc ici à Ancenis. Et les bateaux, l'hiver, eh bien, remontaient donc jusqu'au Montru, puisque le niveau de l'eau était suffisant. Alors, troisième ou quatrième, je ne sais pas trop où j'en suis rendu, c'est le projet commercial Aquabon, créer, si vous voulez, un four à chaud au Montru. Pourquoi? En principe, on les crée plutôt à proximité des lieux des sources de matières premières et de combustible. Alors, il y a plusieurs, il le dit très nettement dans le texte, l'établissement leur fournira il parle des agriculteurs, sur les lieux de consommation, un engrais que l'on ne peut se procurer qu'au loin par des chemins presque impraticables. Donc il s'agit de se rapprocher tout simplement de la clientèle, là où on en a besoin. Or, nous sommes dans une région où il y a encore beaucoup de landes et beaucoup de marais. Alors quand je parle de marais, je ne parle pas de la zone inondable tous les hivers. Il est évident que c'est pas là qu'on va faire du blé, qu'on va faire de la vigne, c'est une évidence. Mais par contre, à la périphérie du marais, il y a des zones humides, mais
fraîche si vous voulez, mais que l'on peut drainer par des fossés, que l'on peut mettre en culture finalement, et donc les gagner pour l'agriculture. On a tout un mouvement, ce qu'on appelle les physiocrates au début du 19e siècle, fin 18e, début 19e, qui veut finalement donc intensifier l'agriculture, produire de la richesse pour finalement donc améliorer le sort de l'humanité. C'était leur but. Hein. Or, nous sommes ici sur un massif ancien, dans le massif armoricain, les sols sont acides, et donc pour pouvoir les rendre cultivables, eh bien, il faut les équilibrer, et donc la chaux fait partie, si vous voulez, de ces apports qui sont tout à fait intéressants. C'était une chose que les Romains connaissaient, hein, mais qu'on avait un peu oublié, et qu'on a redécouvert à la fin du XVIIIe siècle. On s'est aperçu que finalement les composts, les fumiers ne suffisaient pas finalement à enrichir le sol, et que la chaux pouvait dans ces cas-là, si vous voulez, équilibrer en quelque sorte, contribuer à équilibrer les sols. Or, dans la mesure où il n'y a pas de route praticable, eh bien, l'idée de Jacques Vidy est donc de s'installer là où on en a besoin. Alors, je vous ai mis ici une gravure qui est assez intéressante, qui représente des défrichements en Bretagne au XIXe siècle. Donc, vous apercevez là des souches d'arbres, un terrain qui commence déjà à être préparé pour pouvoir être mis en culture. Vous avez une nouvelle ferme qui a été construite, là, un grand bâtiment qui est là à l'horizon, et voilà. On a gardé même quelques arbres autour de la maison pour l'agrément. Et puis vous avez ce champ qui a été soigneusement clôturé en attendant que les haies poussent et protègent des animaux. Et vous avez donc le fermier avec le métayer, je dirais même, avec ses bœufs, et qui est en train de faire ses labours du sol. Hein, donc il y a tout un travail de défrichement. Or, nous sommes donc en 1824-1825. Disons que les séquelles des guerres de Vendée, d'un point de vue matériel, j'entends, humainement ça c'est autre chose, mais d'un point de vue matériel, sont à peu près digérées. C'est qu'on a reconstruit, on a remis en état les vignes, évidemment c'était ça la plus urgente, dès les années 1797-1798, et donc en 1824-25, les choses sont faites, et donc il s'agit par contre de faire face évidemment à l'augmentation de la population et de satisfaire les besoins donc évidemment de tout le monde. Alors, ce four à chaux du Montru, comment se présente-t-il? Alors, je vous ai mis ici, j'ai pris la photo sur le panneau du chantier, hein, c'est le dessin de l'architecte qui a fait les travaux, hein, donc c'est un beau dessin, plus précis. Hein. Donc, il vous représente donc, les différents éléments naturellement du four, pris de l'ouest. Donc, vous avez le four à chaux. Le four à chaux, hein, proprement dit, avec sa cuve qui est donc au centre. Et puis vous avez les trois arcades, celle qui est ouverte et puis les deux autres qui sont fermées. Hein. Et puis vous avez la rampe qui permet donc d'accéder en haut donc du four. Bon, alors, alors ce que j'ai mis en blanc, je ne sais pas si vous le voyez, c'est peut-être pas sûr, hein, c'est peut-être pas très génial comme explication. Je vais vous dire hein, de quoi il s'agit. Donc en fait, j'ai réécrit à côté cet inventaire. Vous avez là un inventaire donc du four à chaux du Montru en 1829. Bon, je vous expliquerai pourquoi cet inventaire a été fait à ce moment-là. Et il nous dit d'abord qu'il y a des terrains sur lesquels donc, le four a été construit qui appartenaient à la famille Talando. Bon, très bien, on passe. Deuxièmement, donc le four vous avez le four à chaux avec sa levée. Bon, on voit. Vous avez 4 chambres sous les levées. Alors ça, je vous montrerai une photo tout à l'heure, après. C'est-à-dire que les deux voûtes, là, les deux salles, si vous voulez, qui sont voûtées là et fermées, sont séparées par un plancher qui est là. On voit les traces encore aujourd'hui. Hein. Et donc il y avait deux chambres dans chacune de ces pièces, sans qu'ils nous disent à quoi d'ailleurs elles servaient. Il y a un vaste magasin. Alors ça, je ne sais pas où il était, hein, parce que la chaux, une fois qu'elle a été produite, si elle n'était pas vendue immédiatement, il fallait évidemment l'abriter. Il y avait la charbonnière, peut-être un simple hangar, simplement, hein, pour mettre le charbon à l'abri donc de la pluie. Et puis, il y avait un cabinet pour la comptabilité. Une pièce, bon, d'accord, voilà. Donc, voilà le bâtiment. Donc, je crois que c'est la preuve qu'en 1829, le four tel qu'on le voit aujourd'hui était construit.
Hein, puisqu'on retrouve là une partie au moins des bâtiments. Alors, je vous présente là justement, alors ici vous voyez la photo qui est là, donc nous sommes sous les voûtes, une des deux arcades, et vous vous apercevez que vous avez donc des trous là qui étaient pour des poutres, hein, probablement. Donc il y avait bien un plancher, si vous voulez, qui séparait la chambre haute de la chambre basse. Et il y a des fenêtres, on va le revoir après à l'extérieur. Alors vous avez en haut une photo du gueulard, alors, de la cuve, hein, là, dans le four, hein, la photo, donc vous voyez la partie haute, si vous voulez, du four qui est là, et avec son habillage de briques réfractaires. Alors quand on prend la coupe du four proprement dit, qui est la partie importante évidemment du bâtiment, alors vous avez donc le bâtiment fait à peu près 12 mètres de hauteur, alors ça dépend d'où on mesure exactement, hein, bon, peu importe si on compte le parapet ou pas, mais enfin 11 mètres 50, 12 mètres si vous voulez de hauteur. Vous avez donc alors l'entrée, l'ouverture si vous voulez du four qui se trouve ici, s'appelle le gueulard, c'est comme ça qu'on l'appelle. Probablement qu'autrefois il y avait un cercle de fer qui protégeait, si vous voulez, parce que quand on déversait des brouettes, etc., et puis ça tenait l'ensemble. Éventuellement, pour les fours plus récents probablement, on pouvait y mettre un couvercle. Quand par exemple le dimanche on ne voulait pas travailler ou quand il n'y avait pas de clients, hein, c'était les affaires étaient calmes, on calmait le feu et on marchait au ralenti si vous voulez. Hein. Bon, vous avez donc la cuve proprement dit, ça a la forme un petit peu d'un vase. Vous voyez, hein, donc un balustre un peu, voilà, comme ça. Et donc qui est enveloppé dans un énorme massif évidemment de pierre, parce que il faut vous imaginer le poids naturellement de tous les matériaux, et la chaleur également, donc la poussée sur les murs, donc il fallait quelque chose d'extrêmement solide. Alors vous aviez donc, c'était une maçonnerie évidemment avec vous avez des moellons à l'extérieur de chaque côté, et puis à l'intérieur on bourrait avec de la caillasse et de la chaux, du ciment, et puis dans l'intérieur de la cuve vous aviez un revêtement de briques réfractaires, hein, pour évidemment concentrer la chaleur, pour limiter un petit peu la déperdition d'énergie. Donc la combustion se faisait entre 950 et 1000 degrés à peu près. C'est à peu près ce qui se faisait également dans les fours, par exemple de tuiliers, de tuiliers, etc., et briquetiers. On était à peu près à ce niveau-là. Hein. Mais eux, ils étaient encore au niveau, dans les années 1825-1850, avec des fours que l'on reconstruisait à chaque fois, comme les fours primitifs, si vous voulez, de chaux. Alors, vous avez, ici à l'extérieur, vous avez une niche qui était en tuffeau, hein, votive, où il y a dû y avoir autrefois une statue. J'imagine que c'est Sainte-Barbe, la patronne des pompiers, de tous ceux qui travaillent le feu. Et puis alors, vous aviez donc ici, là, une grille qui servait de tamis, puisque les matériaux étaient donc remplis là-dedans, et lorsqu'ils brûlaient, évidemment, donc ils s'effritaient et ça s'écroulait. Hein, et donc, par conséquent, il fallait recharger toujours par-dessus. Hein, c'est toujours par-dessus que ça faisait la charge. Et puis alors, à la base, vous avez donc de l'extérieur, on voit 3 ébrasoirs, 3 grosses ouvertures qui permettaient donc de excusez-moi, qui permettait d'amener de l'air, hein, de la circulation d'air évidemment, pour attiser, alors qu'on pouvait régler d'ailleurs, hein, il pouvait y avoir des portes autrefois, tout ça, la ferraille a été enlevée hein, quand le four a été éteint, mais on ouvrait, comme on le fait dans un foyer chez nous, hein, c'est le même principe, et vous aviez donc, et c'est donc dans ce foyer que l'on mettait des fagots, des bûches, comme ça, pour allumer le feu la première fois, pour lancer le feu. Hein. Mais après, le feu, si vous voulez, se faisait bien dans la cuve qui était là. Et donc, les cendres et la chaux vive, eh bien, tombaient donc dans ce foyer après, et donc avec des racloirs, eh bien, on retirait donc la chaux vive du foyer. Alors le système, évidemment, ça marchait bien, mais c'était relativement
gourmand en énergie. Hein. C'était ça un petit peu le problème de ce genre de choses. Alors, l'entreprise, je reviens à l'entreprise. Je vais quitter légèrement un peu le Montru, mais le Montru en fait partie, hein, si vous voulez, intégrante. Alors, l'entreprise s'est transformée. Alors, malheureusement, évidemment, c'est pas très visuel. Hein, j'ai pas beaucoup de documents à vous montrer. Alors, c'est donc Jacques Vidy, je vous souvenez. Ah, ça n'a plus marché. Voilà. Donc Jacques Vidy en 1824 donc, fait construire le four du Montru en 1824-1825. En 1827, donc, il construit 2 autres fours au Léard, donc c'est au Fourneau, hein, au bout du pont d'Anceny, sur l'Iré. Et il possède la carrière de calcaire d'à côté. Hein. Donc nous sommes là dans la même entreprise, hein, c'est évident. En 1829, il crée, alors c'est ce que vous avez ici, c'est le journal que vous avez là qui en fait la vie, mais il y a les papiers notariés en même temps. Il crée la société Jacques Vidy et Fils, d'un capital de 132 000 francs. C'est toujours délicat, évidemment, de comparer la valeur des marchands, enfin, ce qu'on peut s'offrir avec des sommes d'argent, mais enfin, le salaire de l'époque, c'est 1 franc par jour pour un ouvrier, hein, et encore, pas toujours. Hein. Donc, mettons 300 francs par an. Donc quand vous parlez de somme de 132 000 francs, ça représente une somme importante. Ce sont des hommes d'affaires. Hein. Nous sommes ici donc avec un négociant. Donc il détient 120 des 132 actions. Bon, voilà, donc capital petit familial, mais enfin c'est lui le patron. Et d'ailleurs le siège de la société est installé chez lui. Il habitait à l'époque rue des États, c'est à côté du château des Ducs de Bretagne. Oui, je veux bien. Merci. Et en 1833... Donc, il y a le four n'a que 8 ans, hein, il est encore assez neuf. Il cède, on n'a pas la transaction, alors, je ne sais pas sous quelle forme, il vend sans doute probablement, sa société, ses entreprises, à Victor Duhoux. Alors, ce Jacques Vidy ne disparaît pas. Il crée à Nantes une société d'assurance pour les agriculteurs, hein, et après il part à Paris. Donc c'était un homme d'affaires, entreprenant. Alors est-ce qu'il a fait faillite quelquefois? Est-ce que son descendant n'était pas capable, n'avait pas d'informations plus importantes? Mais enfin, vous avez vu la photo de sa femme, c'est une bonne bourgeoise. Hein, visiblement, on est quand même dans un milieu qui était donc aisé. Et donc apparaît un nouveau personnage qui s'appelle Victor Duhoux. Alors ce Victor Duhoux, il est né en 1798, donc il est à peu près de la même génération, l'autre est de 94, donc oui, ce sont de la même génération, et c'est le fils d'un médecin de Blain. Alors je vous ai mis les photos de son acte de mariage. Il se marie à Anceny avec une Marie Bouillet, je crois, hein, des choses comme ça. Donc ce sont que des négociants, des marchands, des hommes d'affaires. Alors curieusement, je le signale parce qu'on est à la Chapelle-Lin. Ici, vous avez un sauveur, François Guérin, qui se trouve là. C'est le fils de l'ancien maire napoléonien de la Chapelle-Lin et qui était propriétaire de la Haute-Ville. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait là? Il a 25 ans, il était peut-être ami, moi je ne sais pas, un camarade, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il était en relation d'affaires avec, puisque justement à la même époque, Duhoux s'installe à la Chapelle-Lin, entre autres, je ne sais pas du tout. Enfin, je le remarque là au passage. Donc ce Victor Duhoux crée la société Victor Duhoux et compagnie. Il reprend donc toutes les affaires de Vidy, donc aussi bien à l'Iré qu'à la Chapelle-Lin. Et en 1842, alors là, il crée une société très importante, la Société civile des fours à chaux et carrières réunies de la Basse-Loire. La Basse-Loire, c'est le nom du bassin houiller. Hein. Et il s'allie avec le marquis de Cornulier, avec 2 gros notaires nantais, qui ont eux-mêmes des fours à chaux. En fait, ils le disent d'ailleurs très, très clairement, je ne sais pas si ce serait autorisé par la loi aujourd'hui, il s'agit de prévenir l'effet ruineux des concurrents. Autrement dit, il s'agit de s'arranger, ils forment un cartel, c'est tout simplement, financier pour pouvoir être plus important, donc, et contrôler le marché, si vous voulez, de la chaux dans la région. Voilà, le capital est de 500 000 francs, hein, donc il est très important, donc Duhoux détient 60% des actions. Il achète encore 2 autres fours à Bousillé. Alors, il y en a un qui existe encore, si vous voulez aller le voir, il a fonctionné jusqu'en 1929, c'est celui du Fossé Neuf, sur Bousillé. Donc de l'Iré, vous prenez la route par la vallée, c'est très beau, hein, un très très beau site
encore plus impressionnant, mais il est plus récent, plus impressionnant encore que celui du Montru. Hein. C'est vraiment quelque chose de très très bien. Et donc il possède également le port d'Éléard que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc voilà Duhoux qui apparaît, c'est lui qui finalement va diriger le four à chaux du Montru, il va être propriétaire du four à chaux du Montru de 1833 à 1862, donc jusqu'à sa fermeture. Dans ces années-là. Et donc, c'est lui qui va jouer là le plus important. Alors, après sa mort, la famille est toujours propriétaire du four à chaux du Montru, mais qui est fermé désormais, qui est éteint. Et c'est son commis principal, son contremaître, si vous voulez, qui s'appelait donc Aimé Auger, qui va épouser ensuite la fille de Victor Duhoux, donc c'est la famille Auger-Duhoux, qui va continuer l'exploitation des fours à chaux, mais l'époque a changé. Bon, je vais y revenir tout à l'heure. Hein, ce sera là les fours sont moins actifs. Alors, j'ai un problème. Hein, alors, on a le cadastre évidemment très tenu à jour, mais le cadastre n'est pas toujours un document très, très simple à lire et à déchiffrer. Hein. C'est un petit peu complexe. Et on s'aperçoit qu'en 1834, donc lorsque Duhoux devient propriétaire, vous avez à la fois des diminutions et augmentations. Alors, je m'explique. Vous savez qu'il y avait un impôt sur les portes et fenêtres. Et donc, c'est ça qui nous permet de voir quand sont construits finalement les maisons d'habitation et les moulins, un certain nombre d'établissements, de bâtiments comme ça, de les dater hein, à 1 ou 2 ans près. Or, on s'aperçoit qu'en 1834, il y a diminution, augmentation. Alors, il y a dû y avoir des bâtiments, peut-être l'ancien magasin dont il était question dans l'inventaire de 1829, peut-être... bon, je ne sais pas, qui ont été rasés, donc ils ont été éliminés, et puis après ça augmente, et ça augmente fortement, si vous voulez. Et on voit apparaître à ce moment-là donc une maison avec 6 portes et fenêtres. Alors la maison avec les 6 portes et fenêtres, on la connaît, hein, c'est celle-là. Bon, là il y a une fenêtre qui est bouchée, mais c'est donc 3 d'un côté, 3 de l'autre, et puis il devait y avoir un hangar sur le côté qui est. Je parle pas du. Alors il y avait le hangar qui était là, qui a été rasé, enfin qui a été démonté pour le temps des travaux, pour dégager donc la rampe. Il y a pas d'autres solutions probablement, mais il y a d'autres côtés également, là il doit y avoir le pressoir aujourd'hui, il y avait donc une dépendance probablement. Hein. Donc ce bâtiment-là est construit 10 ans après le four, passablement. Alors vous voyez, c'est un bâtiment qui est très bien construit. Vous aviez des entourages de tuffeau qui entouraient donc les différentes ouvertures. Vous avez une jolie génoise sous le toit. C'est une maison. Vous avez des traces de plafond à l'intérieur. Enfin, c'est une maison confortable. C'est une maison pas bourgeoise, il ne faut pas exagérer, mais enfin une belle maison avec en plus un jardin qui est clos de murs complètement soigné, si vous voulez. C'était la maison du contremaître. Alors ces contremaîtres, on en connaît 2, d'après les recensements de population. Il y en a peut-être un 3e, parce qu'on trouve dans les archives de la chapelle le décès d'un jeune homme de 25 ans qui était célibataire, qui s'appelait Pierre Arnoux, en 1827. Il était né à Liré. Alors, ça pouvait être un employé, hein, tout simplement, mais ça pouvait être aussi le contremaître, je ne sais pas. Hein. Bon, en tout cas, au recensement de population, donc, il y a un certain Jean Nouette. Son père possède l'ancienne maison Talandot à côté, hein, voilà, donc il est là, donc 1834, au recensement de 34 et 41. Il y a un recensement tous les 5 ans, hein, donc voilà. Et puis après, alors c'est surtout René Lecoindre qu'on va retrouver de 1846 à 1856, dans trois recensements de population. Alors, c'est pas le souvenir qui est resté dans la population. On parle toujours d'un brevet qui était le contremaître, qui était de Bobriassé. Ce Lecoindre était de la Pouiftière, c'est pas loin de Bobriassé, hein, mais enfin, il était du Lorobotro, disons. Hein, voilà. Donc, d'après les archives, c'est lui. Voilà. Alors, vous remarquerez que la maison était bien construite, était assez soignée. Alors, le succès commercial et agricole, oui. Dans le souvenir, si vous voulez, la mémoire orale que l'on peut avoir dans le coin, on parle de ces
file de charrettes qui arrivait, parce que le problème c'est que pour se faire servir, il fallait fois attendre un certain temps. Quand je dis un certain temps, ça pouvait être quelquefois plusieurs jours, parce que la production, si vous voulez, de chaux dans le four était irrégulière, et donc les paysans arrivaient avec leurs charrettes, et ils venaient de tout le canton, enfin des environs, mais paraît-il aussi du Maine-et-Loire, de Vendée, enfin ça venait de loin, si vous voulez, pour acheter de la chaux. Et donc, il y avait un encombrement de charrettes. Il paraît que les auberges du bourg de la Chapelle-Lin marchaient très fort grâce à ce commerce. C'était une joyeuse... on ne prenait pas de vacances à l'époque, hein, donc ces agriculteurs qui venaient là buvaient du muscadet certainement, hein, et passaient du bon temps, si vous voulez, hein, dans le coin. Alors, on raconte qu'il y avait un café. Alors ça, il n'y a aucune trace dans les archives d'un café au Montru. Hein, j'ai cherché, hein, mais j'ai pas trouvé. Hein, mais il y avait des caves, hein, certainement, il y avait du vin. Hein, donc voilà. Hein, donc ça a marché. Il y a une clientèle là qui vient, qui achète cette chaux, qui va l'utiliser. Et cette chaux est utilisée pour justement les défrichements. Alors je ne suis pas allé loin, j'ai pris des photos tout simplement dans les grands chemins qui sont autour du Montru. Vous avez à gauche la photo du Champ du Fray, là où justement Jacques Vidy voulait construire son premier projet. C'était donc là, c'est une butte, hein, et vous avez de la vigne là au milieu. C'est peut-être pas le meilleur vignoble du Muscadet, mais enfin bon. Et vous avez entouré de bois, de grands chemins pour y accéder. Et puis vous avez un autre, à côté de la Grenouillère actuelle, vous avez là donc des prés, là aussi, alors des grands chemins parce que ces terrains ont été gagnés sur des communaux. Et les petits paysans utilisaient ces communaux. C'était des zones de pâturage en particulier. Et donc ils en protestaient lorsque ces terrains ont été vendus dans les années 1830, 1840, 1850, si vous voulez, progressivement. Et donc la commune a donc conservé des chemins énormes, très larges, sur lesquels on pouvait continuer à pâturer. Alors les paysans ont creusé des fossés, les fossés ont permis de faire des talus, ils ont planté des haies sur les talus, et donc ça vous donne ce bocage extraordinaire. Je précise que le bocage périphérique du Marais est classé avec le Marais, hein, ça fait partie de paysages classés, hein, c'est de très grande qualité. Hein. Donc voilà, alors, et ça c'est vrai, René Bourrigaud par exemple, qui a travaillé sur la mise en valeur agricole au XIXe siècle en Loire-Atlantique, signale que dans les années 1800-1825, il y a 5000 hectares qui sont défrichés en Loire inférieure. Hein. Entre 1825 et 1840, on passe à 25 000 hectares. Donc là, vraiment, quand le four à chaux du Montru est construit, il y a vraiment une accélération, si vous voulez, des défrichements et à l'utilisation de la chaux. Et entre 1850 et 1880, on est passé à 60 000 hectares. Donc vous avez une accélération, et donc les différentes landes et zones périphériques des marais finalement donc sont mises en culture à ce moment-là. Et pour ça, on utilise beaucoup de chaux. Bourrigaud estime qu'on a consommé donc 135 000 hectolitres de chaux pour 42 000 hectares de terres labourables dans les environs d'Ancenis. Donc ça fait, alors moi j'y connais rien pour ce genre de choses, mais ça fait donc 3 hectolitres de chaux par hectare de terre labourable par an, qui a été utilisé pendant cette période-là. On a parlé d'une véritable révolution de la chaux, hein, pour cette, disons avant 1860-70, hein, dans cette période donc du siècle. Alors, quelle était la taille de ces entreprises ? Je vous ai mis là une gravure qui vous représente un four à chaux. C'est pas celui du Montru, hein, dans les années 1860. Donc vous voyez au moment où notre four nous s'éteint, si vous voulez. Alors vous voyez le four, évidemment c'était la configuration idéale. Le four est adossé à une colline, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de construire la grande rampe derrière. C'était plus simple évidemment. Puis la poussée pouvait s'exercer sur l'avant, était mieux contenue, si vous voulez. Alors vous voyez très bien donc le four proprement dit. Vous voyez la charrette qui amène donc les matériaux donc dans le four qui fume, hein, avec probablement du gaz carbonique qui s'en échappe pas mal. Et puis vous avez donc dans les ébrasoirs, là on en voit 2, mais il doit y en avoir un autre sur le côté, de l'autre côté probablement, comme au Montru. Vous avez les ouvriers donc qui se relaient apparemment, hein, ils sont 2 par 2 à chaque ébrasoir, pour pouvoir avec des espèces de grands racloirs
tirer donc la chaux vive. Et vous avez un roulier qui est là, on le reconnaît avec sa grande blouse là, hein, et sa charrette. Hein, donc on charge la chaux dans les charrettes et on les emmène. Alors, ce sont des clients, ce sont, bon, je ne sais pas où. Hein, voilà. Donc voilà la taille. Alors quand on regarde une scène comme ça, je mets de côté les deux rouliers qui sont des clients, en quelque sorte, hein, donc ils ne font pas partie d'entreprise. Là, vous avez donc 3 personnes, 4 et 2, il y a 6 ouvriers qui sont là, visibles sur le dessin. On n'est pas dans un site industriel énorme, hein, c'est tout à fait limité. Alors, quand on prend les recensements de population, je vous ai mis donc je les ai brassés, hein, parce qu'on pourrait imaginer des ouvriers qui habitent dans les villages d'à côté. Hein. Bon, ça pourrait se faire, ils ne sont pas obligés d'habiter le Montru proprement dit. Mais on ne trouve finalement dans le dans le village, que 2 personnes, oui c'est ça, donc alors Jean Nouette, donc le contremaître dont je vous ai parlé, et Pierre Boquet, un jeune homme, il avait 20 ans, qui était marinier, hein, bon, qu'on ne voit plus après, hein, qui part après. Et puis vous avez donc en 1851, c'est pareil, il y a le contremaître dont René Lecoindre, et vous avez un gardien, Auguste Fontenot, ça fait 2 personnes. Bon, alors, en complément, alors là, ça c'est notre souvenir, c'est notre mémoire familiale, si vous voulez. On avait des grands-parents qui avaient des souvenirs très, très précis et sur ce four à chaux. Hein. C'était important. Et ils avaient 2 de leurs grands-pères, alors des gens qui étaient nés dans les années 1810 approximativement, et qui étaient donc des jeunes gens, vous voyez, dans les années 1830 approximativement. Ils étaient agriculteurs, ils habitaient la Bernardière, là où j'habite, et puis la Basse-Vigne, de villages voisins, et ils allaient faire des journées au four à chaux. Alors, c'était un travail qui était dur parce qu'il fallait monter la pierre et le calcaire et la chaux à la brouette en haut du four, mais c'était bien payé, disait-il, bien payé, c'est-à-dire que c'était payé 1 franc par jour. Donc, si vous voulez, s'il faisait une semaine de travail au four à chaux, il gagnait 6 francs. C'était le prix d'une barrique de muscadet à l'époque. Alors, vous savez, les exploitations viticoles de la Chapelle-Lin, je parle pour les paysans, hein, je ne parle pas pour les bourgeois, hein, mais pour les paysans, j'ai calculé, la surface d'une exploitation, c'était en moyenne 75 arts. Alors, vous ajoutez un petit peu de vignes à complan, hein, ils en avaient tous. Hein. Disons qu'en gros, ils avaient 1 hectare. Mais dans ce cas, il y avait aussi du blé, il y avait des prés, enfin, il y avait pas que de la vigne. Donc, lorsque le viticulteur avait 7, 10 barriques dans son année, c'était sa récolte. Les magasins étaient petits à ce moment-là. Hein. Donc, une semaine de travail, par exemple, au four, ça représentait, si vous voulez, un apport d'argent qui n'était pas négligeable. Et ce sont deux paysans qui ont fait leurs affaires, hein, qui ont acheté, qui sont devenus de riches paysans. Le système a marché, si vous voulez, en quelque sorte. Hein. Et donc, ça vous montre qu'il y avait, en plus de ce personnel, si vous voulez, professionnel et payé par Duhoux, enfin par Vidéo Duhoux, vous aviez aussi des journaliers qui venaient donc les uns après les autres, si vous voulez, selon les besoins, probablement, à la belle saison, qui étaient employés sur place. Et évidemment qu'on ne voit pas apparaître sur les recensements, puisqu'ils sont agriculteurs, ils habitent dans les villages voisins. Hein. Alors, quand, par exemple, dans le département de la Mayenne, l'enquête qui a été faite, en 1845, donc à cette époque-là, le nombre d'employés par four était de 5 personnes, en moyenne. Hein. Donc nous sommes là, si vous voulez, dans des entreprises de taille artisanale. Nous sommes vraiment à l'époque pré-industrielle, hein, très très nettement. Hein. Alors que par contre, on verra après, vous avez d'autres, évidemment, un regroupement et évidemment des entreprises qui sont beaucoup plus grosses. Alors, le four s'éteint vers 1856. Pourquoi je dis 1856? Parce qu'au recensement 1856, vous avez encore un employé du four, donc le Coindre est là, hein, le contremaître est encore là. En 1861, il n'est plus là, puisqu'il y a un recensement tous les 5 ans. Hein. Donc, c'est-à-dire que le four a été fermé entre 1856 et 1860. Il y a un texte de 1861 de la mairie qui parle d'un four fermé depuis plusieurs années.
Donc vous voyez, probablement du 56-57, probablement sont les années où d'arrêt, si vous voulez, du four. Alors pourquoi? Alors, première explication, celle qu'on donne tout le temps, qui est tout à fait réelle, c'est évidemment la fermeture de la navigation entre le Marais et la Loire, qui empêche l'approvisionnement, évidemment, en minerais et en charbon et en calcaire, donc en hiver. Alors, c'est tout simplement la construction de la Divat. La construction de la Divat a été faite en 1835-1836. C'est vieux, hein, le four a encore fonctionné pendant 20 ans, hein, donc ça ne l'a pas arrêté tout de suite, mais la circulation pouvait continuer à se faire. Il y avait un pont sur la Goulaine et donc les bateaux pouvaient passer dessous, hein, sans problème. Alors pourquoi est-ce qu'on a construit cette Divat? Pour deux raisons. Hein. La première, c'est la construction de levées, comme partout le long de la Loire, pour se protéger contre les inondations, ça c'est normal. Et puis la deuxième, c'est des raisons militaires, c'est ce qu'on appelle les routes stratégiques. Il y a eu en 1832 le soulèvement de la duchesse de Berry. Louis-Philippe, ça s'est terminé lamentablement, si vous voulez. Le gouvernement a pris les affaires en main, mais après les guerres de Vendée, ça commençait à bien faire, si vous voulez. Donc il y a eu de nombreuses routes dites stratégiques. Alors on les reconnaît, elles sont très droites, hein, elles sont un calibre, une largeur, si vous voulez, très spécifique, ont été construites pour pouvoir justement faire circuler les troupes tout simplement, et contrôler le pays. Il y avait aussi ce côté militaire, et c'est un régiment, le 40e régiment d'infanterie, qui finalement a construit le monument que vous avez à gauche, qui se trouve à côté d'Ambrail, et bien rappelle justement donc leur rôle dans ces travaux de terrassement. Hein. Mais ce qui a été le plus grave, et c'est là que le problème s'est posé, c'est 20 ans plus tard, quand on a posé les portes d'Ambrail. Alors, je vous ai mis la photo, on en aperçoit les restes, elle est toujours là, la porte. Hein, voilà. Un des battants, il est bien pourri, mais enfin, voilà, il est toujours là. Il ne sert plus, parce que maintenant, vous avez un truc avec la pelle, électrique, qui permet de contrôler le niveau d'eau. Mais, donc, la pose des portes d'Ambrail, ça fermait évidemment le Marais. Alors, on peut les ouvrir, mais la circulation des bateaux n'est plus assurée, si vous voulez. Donc, et c'est à ce moment-là, en 1855, quand on a posé ces portes, que le problème, donc évidemment, s'est posé. Alors évidemment, ça posait un problème à M. Liu, qui ne pouvait plus faire fonctionner son four, évidemment. Alors les gens de la Chapelle-le-Lin, ils étaient un peu ambigus sur la question, parce qu'ils rouspétaient après toutes ces charrettes qui défonçaient leurs routes. À l'époque, les routes étaient entretenues par des corvées, un système tous les hommes adultes et valides devaient venir travailler. C'était d'ailleurs pas toujours très efficace, mais enfin, pour pouvoir entretenir les chemins. Donc évidemment, c'était toujours les charrettes des voisins de Valette ou d'ailleurs qui évidemment venaient défoncer les routes de la Chapelle-le-Lin. Ça, c'est un classique évidemment du genre. Hein. Mais en même temps, quand même, il y avait quand même tout le commerce qui se faisait autour de ce trafic qui était tout à fait intéressant. Et donc le maire évidemment s'adresse au ministre des Travaux publics pour lui demander donc évidemment de rétablir la circulation et donc de créer une écluse. Une écluse qui permettrait évidemment aux bateaux d'aller venir si vous voulez, d'un côté à l'autre. Alors Duhoux est prêt à en payer le 5e, pour pouvoir ça puisse fonctionner. Parce qu'il n'y avait pas que le port du Montreux, il y avait aussi quand vous faites le tour du Marais, vous avez des ports tout autour, hein, et avec un trafic de barriques, de marchandises, qui était également important. Et finalement, donc, le Conseil général appuie, bon, d'accord, tout le monde est d'accord, évidemment, mais finalement, le ministère ne veut pas faire. Nous sommes en 1855, 60 même, c'est 61 quand la pétition est faite, et à ce moment-là, c'est le chemin de fer qui arrive partout. Les routes sont construites à ce moment-là, hein, c'est-à-dire que là, des routes empirées, mais enfin, des routes quand même ont été construites. On a construit des ponts, tous nos ponts hein, sur les petites routes là sont construits à ce moment-là, et donc on peut circuler et transporter des marchandises. Il y a des rouliers, il y a des charrettes, il y a des trains qui désormais peuvent transporter les marchandises. Il n'est plus question d'investir évidemment dans une écluse. Et puis il y a une deuxième raison, alors qu'on évoque moins, mais qui est tout à fait importante, c'est qu'évidemment il y a de nouveaux engrais qui arrivent. Alors deux types d'engrais
arrive. C'est l'industrie chimique qui va inventer les superphosphates, par exemple, les NP, vous savez, les engrais NPK là, que vous connaissez, hein, qui sont donc produits chimiquement. Et puis vous avez également l'importation, et Nantes est tout près, l'importation d'engrais minéraux. Alors, j'en cite plusieurs. Il y a le guano du Pérou, il y a le nitrate du Chili, il y a les phosphates d'Afrique du Nord, du Maroc, de Tunisie, etc., qui arrivent donc sur le port de Nantes et qui finalement concurrencent. Et on s'est aperçu que on avait consommé trop de chaux. C'est-à-dire que finalement, la chaux était un engrais qui donnait un coup de fouet quand on faisait le défrichement, et c'était tout à fait intéressant, mais qu'après, on n'en avait plus tellement besoin. Et que finalement, les plantes acceptent très bien de pousser dans des sols qui sont légèrement acides, il n'y a pas de problème. Et donc, en fait, c'était plutôt des phosphates qui manquaient, c'était plutôt un autre équilibre, si vous voulez, qu'il fallait faire. Et donc, par conséquent, on se détourne de la chaux dans les années 1860-1880 pour s'orienter vers d'autres types d'engrais. Et donc, par conséquent, le modèle précédent était arrivé en bout de course, parce qu'on avait exagéré, quoi. Et puis, il y a un troisième facteur également qui joue contre ces vieux fours à chaux, c'est évidemment la concentration et l'amélioration des fours à chaux. Alors, quand on voit l'étude qui a été faite sur les fours à chaux de Mayenne, où il y en a 300 qui ont été étudiés quand même, hein, donc là c'est un phénomène extrêmement important, on a amélioré sérieusement, si vous voulez, la productivité des fours. Alors, ce sont des fours beaucoup plus gros. Là, je vous montre les 3 fours de Châteaupanne à Montjean. Si vous voulez voir des beaux fours à chaux, allez à Montjean. Hein. Là, c'est extraordinaire. Enfin, c'est sur des sites, impressionnants. Hein. Là, on arrive à une taille industrielle. C'est-à-dire que quand vous voyez, par exemple, le four, c'est le même four qu'on voit sur les 2 photos. En fait, vous avez 3 fours. C'est-à-dire que si on le voit peut-être mieux sur la photo de droite. Donc vous avez le four central qui est là, vous avez le four à droite et vous avez un four, la même chose à gauche. Alors c'est évidemment tout à fait intéressant d'abord parce que alors on peut approvisionner directement par le haut, donc dire qu'on arrive directement de plein pied, ça veut dire qu'on peut venir avec des charrettes, avec des wagonnettes, etc. Donc on a de la place si vous voulez pour travailler. Et puis ça veut dire que la déperdition de chaleur est moins grande dans la mesure où les 3 fours, si vous voulez, forment un bloc en quelque sorte. Hein. Et on a en plus des systèmes de cuisson qui sont plus économes, semble-t-il. Je vous ai dit que c'était en 3-4 jours que la chaux, disons, qui était arrivée en haut, arrivée en bas, cuite, si vous voulez. Là, désormais, ce sont des fours à combustion, on dirait, relativement lente. Il leur faut 8 jours. Mais par contre, ça marche en continu, 365 jours par an, si vous voulez, et avec beaucoup plus efficace, beaucoup moins coûteux, avec des entreprises qui emploient 50 personnes, 100 personnes. Enfin, là, du coup, on est passé à l'ère industrielle. Et il est évident que les petits fours de la région d'Ancenis, il y avait une vingtaine de fours dans la région d'Ancenis. C'était une petite zone, c'était une zone qui était très active à ce point de vue-là, parce qu'il y avait charbon et calcaire. Duhoux possédait donc 6 fours à la fin de sa carrière, et des 6 fours, il n'y en a qu'un seul qui a continué à fonctionner à partir de 1870, c'est le four du Fossé Neuf, hein, c'est le seul. Tous les autres sont fermés, abandonnés, comme le four du Montru. Hein. Donc on est passé à une autre échelle, et puis aujourd'hui vous avez un four par département, ou à peu près, enfin, c'est évidemment donc tout à fait différent. Donc le four est éteint. Donc vers 1856, 55, 56, 57, je ne sais pas trop, hein, dans ces années-là. Et puis depuis, évidemment, le four est tombé, pas tombé en ruine. Quand vous voyez la brèche, par exemple, hein, qui est là, c'est tout simplement parce qu'il a servi de carrière de pierre. La maison qui se trouve au pied, là à droite, quand vous allez vers le four, là qui vient d'être rénovée, a été construite avec les pierres du four. Hein. C'est-à-dire que tous les parapets avaient été démolis. Les maçons ont réutilisé tout simplement les pierres du four. C'est les propriétaires qui ont fait ça. Donc ce four est resté dans la propriété du Houx Auger jusqu'en 1914. Et ils sont morts à ce moment-là. Ils sont morts à Menton. Bon, ils étaient retraités. Et donc
à ce moment-là, ils ont vendu, les biens ont été vendus, et donc c'est la famille Lusso qui a acheté ça et qui l'a possédé. Il y a eu 3 générations qui l'a possédé jusqu'à ce que la commune la rachète en 2008. Voilà. Alors, ça vous donne évidemment ce bâtiment très, très beau, très curieux, assez romantique finalement, hein, mais c'était une friche industrielle tout simplement, hein, ou pré-industrielle. Donc aujourd'hui, évidemment, le problème se pose de savoir quoi faire. Alors, les atouts de ce bâtiment, je crois que votre présence atteste l'intérêt qu'il peut présenter. C'est à la fois, donc on peut peut-être imaginer, je sais pas moi, un belvédère c'est évidemment l'entourage. C'est que vous avez un marais et son environnement qui sont classés. Hein, classés comme des monuments historiques, hein, depuis 20 ans. Hein, et donc, il y a là évidemment un atout tout à fait intéressant, mais qu'il faut faire vivre. Ce sera la deuxième vie du four, ça. Hein. C'est ça qu'il nous reste à faire. Voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Merci pour l'exposé. On en connaît davantage. Hein, on est tous assidus à ce château et on y tient fortement le four à chaud. Voilà une question qu'on se pose pour monter le calcaire. Est-ce que c'est à la bouette ou avec un cheval et une charrette? Mais alors, oui, j'ai oublié d'en parler de ça. Parce que dans l'inventaire de 1829, alors c'est intéressant parce que je peux revenir, oui, peut-être. Voilà, dans cet inventaire que vous avez là, alors le troisièmement, alors vous ne le voyez pas bien parce qu'il est caché, alors ils inventorient le matériel, c'est ça qui est intéressant, qui était utilisé pour ce travail. Et alors, attendez que je retrouve ça. Il y avait 6 civières, des civières. Dans les grosses propriétés de vignes, pour qu'on faisait vendanges, on utilisait les civières. Bon, il faut donc deux ouvriers pour porter la civière. Ça veut donc dire que vous avez 6 civières, vous avez donc 3 postes de travail. Il y avait 3 havets. Alors, les havets, ça veut être des racloirs, je crois, avec lesquels on devait tirer la chaux des embrasoirs. Vous avez 3 masses et vous aviez 4 pelles. Autrement dit, donc vous voyez, ça complète ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y avait donc 4-5 personnes qui travaillaient sur le four, pas davantage. Hein. Donc au départ, donc en 1829, on le faisait avec la civière. Et d'après nos souvenirs familiaux, c'était à la brouette. Alors la largeur de la rampe est de 3,50 m. Alors vous enlevez les parapets de chaque côté, donc ça vous fait moins de 3 mètres. Il n'est pas possible de passer avec une charrette. Il y a simplement quand même eu, paraît-il, hein, on racontait, qu'il avait fait un pari qui avait été fait, et donc avec une charrette à bras, ou peut-être même avec un cheval, il y en a un qui a réussi à faire le tour, je crois, du gueulard, et à redescendre. Mais c'était de l'acrobatie. Hein, non. Le travail se faisait ici à la brouette. Alors c'est justement ça, c'est un des problèmes de ces fours qui demandaient donc beaucoup de monde, parce que c'était du gros travail. Avec des fours plus gros, on était capable d'utiliser des chevaux, avec des charrettes, des tombereaux, et puis après des wagonnets. Enfin bon, quand vous allez par exemple à c'est Herbray, dans le nord du département, où vous avez encore un four à chaud qui fonctionne, eh bien vous aviez un rail, hein, et vous aviez des petits wagonnets qui permettaient d'approvisionner donc le gueulard. Donc, à la brouette, essentiellement. À la brouette, bon, on a la réponse. Merci. Oui. Jean-Pierre, mon père m'a toujours dit que c'était avec un cheval et un tombereau. Et j'ai parlé à Yves Babonneau, il est la même version, Pierre Vollet et Jean Branjon que j'ai vu ce matin, c'est son beau-père qui lui disait, il a dit ça. Et mon père était né en 1902. Alors, bon, maintenant... Bon. Je crois que le plus simple, ce serait quand la rampe sera faite, on ira qu'à passer avec une charrette et puis un cheval, on verra si c'est possible. Un tombereau, pas une charrette. Oui, un tombereau, mais ça peut être plus petit, plus étroit. Enfin, voilà, oui, plus étroit. Mais quand même, il faut pouvoir tourner, hein, il faut pouvoir manœuvrer sur la plateforme autour du gueulard, et c'était petit. Bon, voilà. Alors, il faut dire aussi, alors c'est le problème des souvenirs oraux, hein, il ne faut pas prendre toujours les choses au pied de la lettre, parce que quelquefois, il y a des... On exagère quelquefois, hein, on fabule. C'est les limites du genre.
Oui. Tu disais que les bateaux circulaient l'hiver sur le Main. Oui. Et en fait, le four, il marchait plutôt l'été. Oui. Donc j'imagine qu'il devait y avoir des gros stockages. Ben oui, oui. Alors, par exemple, à Lirey, où il y avait donc à la fois la carrière et les fours. Donc l'hiver, ils extrayaient la pierre. Hein, parce qu'au départ, finalement, ces emplois étaient des emplois de manœuvre. Qui n'étaient pas spécialisés. Donc l'hiver, ils cassaient la pierre, et puis les bateaux les amenaient donc au Montru, on chargeait, aussi bien autant pour le charbon, et puis l'été, on faisait la cuisson. Et ce n'est qu'après, dans les années 1850, alors ça c'est en Mayenne, ça a été très très bien étudié, où vous avez donc à ce moment-là, les métiers se spécialisent. Vous avez des carriers, vous avez des gens qui sont là pour s'occuper du four spécifiquement, et puis après, quand il y a eu des machines, des mécaniciens qui en plus intervenaient dans l'entreprise. Enfin, là du coup, le travail s'est spécialisé. Mais nous sommes là dans un four pré-industriel, nous sommes dans les années 1825-1855 environ, hein. Il a fonctionné 30 ans. Hein, et donc là, du coup, c'est vraiment encore du travail de manœuvre. Et il y avait le contremaître qui, lui, devait savoir conduire et diriger le four. Oui, je n'ai pas bien compris. Les deux arcades. Je crois que vous avez dit qu'il y avait comme un grenier. Dessus, il y avait deux parties. Mais alors pourquoi toute cette ouverture dans ces deux arcades? C'est-à-dire que là, à la Chapelle-le-Lin, il n'y a pas de... Le terrain est légèrement en pente, mais très très légèrement. On ne peut pas avoir un coteau, si vous voulez, sur lequel s'adosse le four. Donc il faut, dans ces cas-là, construire une rampe. Le cas n'est pas unique, hein, on fait une rampe donc, pour pouvoir amener les matériaux ici. Et donc... Alors là, ça devait être en terre, il devait y avoir un perret, et puis vous avez donc de la terre à l'intérieur, des cailloux, choses comme ça. Et puis alors là, par contre, ils avaient besoin aussi de dépendance. Donc là, ils ont fait des salles, ils ont fait ces deux arcades, si vous voulez, donc, qui sont fermées, et qui sont des salles complètement fermées. Alors à quoi ça leur servait? Je ne sais pas. Est-ce que ça servait de magasin? Est-ce que ça servait pour mettre de l'outillage? Je ne sais pas. Après, l'architecte, c'était des magasins. Des magasins? Peut-être. Mais dans l'inventaire de 1829, il ne les compte pas comme magasins. Il parle de chambres, hautes et basses. Ah, au-dessus, il y avait deux chambres. Ben oui, ça avait 2 x 2. Hein, 2 x 2. Je ne sais pas. Oui, il y a des choses il aurait fallu faire un travail d'archéologue hein, pour retrouver autre chose. Merci Jean-Pierre. J'ai juste une question. Les les ouvriers qui chargeaient les matériaux là au-dessus du foyer, là, je ne sais pas oui. Du gueulard. Le calcaire et puis le charbon, comment ils se protégeaient des émanations de gaz carbonique Oui, ça devait être dangereux. Hein. Mais la protection dans les usines au XIXe siècle était assez légère. Hein. Je crains. Oui. Ah oui, ça ne devait pas être évident. Oui. C'est pourquoi il fallait une autorisation pour construire ces fours. Hein. C'était... Oui. Sous Napoléon, avec Napoléon, ils étaient des classes 1, c'est-à-dire ça était considéré comme les établissements les plus dangereux. Donc, devaient être construits loin des habitations. Et puis en 1820, la loi avait été assouplie, il fallait prendre des précautions pour que s'assurer que ça ne gênait pas les habitations voisines. Or, le village n'est pas très loin, quand même. Hein, donc heureusement, les vents du Nord ne sont peut-être pas les plus fréquents, mais enfin, quand même. Hein. Est-ce que dans le recensement qui a été fait en Mayenne, également là, il y a des exemples d'explosion de ces fours? Alors, sur l'article qui était dans la revue 303, hein, que je possède, non, il ne parle pas de ça. Ici, je n'ai jamais entendu parler d'accidents particuliers. Il devait y en avoir de temps en temps, hein, mais je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Oui. Alors la chaux extraite était
utilisé uniquement pour agricole? Oui, alors, oui, ben non, il y avait certainement les maçons, on devait venir aussi en chercher, hein, ça c'est évident. Alors ce que j'ai oublié aussi de vous dire, c'est que lorsque le four, les petits fours, comme celui du Montru, sont fermés, à ce moment-là apparaît, alors donc je vous ai montré le four de Châteaupanne à Montjean, mais à Montjean vous aviez je crois c'est 17 ou 18 fours à chaud qui fonctionnaient en même temps, avec le port qui était juste à côté, et le port de Montjean a été le port qui a eu le plus gros trafic en poids, hein, en marchandises si vous voulez, de toute la Loire. Car en effet, les péniches de Montjean, chargées de chaux, partaient, alors ils se répartissaient le territoire, donc ils remontaient le canal de Nantes à Brest, ils remontaient la Sèvre jusqu'au port de Minot, par exemple ici, et ils faisaient annoncer 8 jours avant, vous savez, il y avait des annonces à la sortie de la messe, là, hein, ils annonçaient que le marchand de chaux allait être à tel endroit, au port, donc à tel jour, et les gens venaient avec leurs charrettes et ils venaient se charger sur le bateau, si vous voulez. Donc et ce système a fonctionné jusqu'à la dernière guerre. Hein, ça a été un système, c'est très très important. Hein, mais là, du coup, c'est une autre étape. Oui. Ce qu'on appelle la chaux vive. Oui. Je me rappelle enfant, oui. Il y avait des grands bacs qui mettaient de la chaux et ils mettaient de l'eau et ça bouillait. Voilà, pour avoir de la chaux éteinte, oui. Oui, alors la différence entre les deux? Alors, oui, c'est plus le même produit. C'est-à-dire que non, alors quel est l'usage des uns et des autres la chaux éteinte, on l'utilisait pour faire la bouillie bordelaise, des choses comme ça. Là, Dans l'agriculture, oui, c'est ça. Oui. Mais là, c'est la chaux vive hein, qui est produite dans le four. Hein. C'est la poudre, hein, purulente. Hein. Alors, moi, je ne suis pas chimiste. Hein, ça ne m'intéresse pas trop, j'avoue. Oui. Oui, s'il vous plaît, par rapport au port. Oui. Les gabarres arrivaient donc avec des pierres, du charbon, etc. Oui. Moi, j'ai toujours pensé qu'elles repartaient avec du vin, ou qu'elles repartaient... Ah oui, alors ça, comment est-ce que les transports, oui, se faisaient? C'est possible. C'est possible. Mais le vin et les alcools partaient plutôt sur Nantes. C'est le port de Nantes. Alors là, c'était des gabarres qui venaient d'Ancenis. Alors peut-être qu'ils faisaient un circuit, moi je ne sais pas. Là, je n'ai aucune information. Avec les marées descendant, vous allez emmener le muscadet à Nantes, oui. avec Ami pour venir chercher de la chaux. Les courants les emmenaient. Oui, mais la chaux ne repartait pas du Montru vers Ancenis. C'était... Non, c'était le... Non, mais ils faisaient en même temps du commerce du muscadet, oui. Ils emmenaient à Nantes. C'est possible, hein, comme un transporteur aujourd'hui charge son camion. Mais là, j'ai pas de témoignage particulier. Ce qui serait intéressant, c'est par rapport à l'avenir du site. Donc là, il y a eu des travaux de restauration. Je crois que il y a une tranche de fait. Hein. Il y en a 2 autres à venir. Hein. Et là, dans le futur, que prévoit vous savez pas ce que prévoit la commune autour de ce site? Oui, mais c'est parler. Mais... Oui, la commune envisage effectivement de faire travailler ce site touristique, avec éventuellement, ça pourrait faire partie du voyage à Nantes. C'est faire tout un circuit avec voyage à Nantes. Le château de Bébeau aussi, qui fait partie aussi de l'ULR. Donc la commune envisage ça. Bon, on va attendre la 2e tranche, et on ne va pas tarder. Et puis, c'est ça, le but c'est ça, c'est de faire vivre le port du Montreux, avec des activités, ça peut faire d'autres activités, hein. Il peut y avoir une petite factory, il peut y avoir... il faut profiter aussi des chemins qui sont autour. Hein. Oui. C'est extraordinaire. J'entends pas. Merci pour la qualité de la conférence. Tu as du matériel, qui intéresse quand même pas mal de gens, ton travail. Et je ne sais pas, il y a les communautés communes, est-ce que tu ne pourrais pas éditer quelque chose pour qu'on ait du matériel? Alors c'est Clotilde qui va vous en parler. Je trouve que ça intéresse beaucoup de gens. Tu vois, les histoires familiales sont différentes. Hein, la charrette, enfin bref. Donc,
tu as des croquis, une recherche, qu'il faut exploiter, à mon avis. C'est vraiment tout nouveau parce qu'on a une commission patrimoine mercredi soir et on a évoqué la possibilité de faire un focus, donc les petits livrets que vous allez prendre à l'entrée de la salle sur le sujet du four du Montrue en 2022. Pour l'instant, c'est juste un projet, mais effectivement, dans le cadre du label Pays d'Art et d'Histoire, on commence à en parler. Eh bien, merci à vous. Merci.